Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 24. 24 comme i24 News, votre chaîne préférée, comme la Dordogne, comme les noces de satin ou comme le suggérait hier Nathanaël Slama, le nombre de livres dans la Bible. Découvrons tout de suite le sommaire de l'émission. Mohamed Ben Salman en danger de mort si l'Arabie Saoudite normalise avec Israël, débat dans quelques minutes. Pour tout comprendre de la polémique sur le match des fiertés programmé lors d'Iran-Égypte à la Coupe du Monde par la FIFA, nous recevrons le célèbre journaliste sportif Pierre Ménès. Polémique, 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 polémique. 2 polémiques achetées, 2 polémiques offertes dans le tour de l'info, juste après la pub. Donald Trump contre les migrants. Aux États-Unis et en Europe, le président américain a-t-il raison ? La France doit-elle s'inspirer de sa politique migratoire ? 2 débatteurs ne sont pas d'accord, face à face passionnant en préparation. Et rien n'arrête Julien Assal. Il a bien raison puisqu'il a carte blanche tous les soirs. Rendez-vous en fin d'émission. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Bah allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 24, en compagnie de Caroline Sportes. Bonsoir Caroline. Bonsoir Raphaël, comment ça va ? Comment allez-vous ? Eh ben bien. Vous êtes de retour à Tel Aviv. Voilà, de retour à Tel Aviv, sous la pluie, très contente. Vous avez amené la pluie dans vos valises, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler littérature avec vous, parce que la dernière fois, on parlait de bande dessinée. Oui. Et cette fois, c'est un livre, un coup de cœur pour vous. Oui, un coup de cœur pour moi. C'est le livre donc, de Jean-Claude Darmon, Destin. J'ai eu le privilège de travailler longtemps avec Jean-Claude Darmon. Donc vraiment, je peux vous dire que c'est une bonne école, Et j'invite surtout la jeunesse à lire ce livre parce que question combat, question résilience et dépassement de soi. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Hein. Comme il a été beaucoup sur les plateaux télé aujourd'hui, Monsieur Darmon, il a expliqué quand même qu'il est parti de rien et voilà, et il a décidé d'être ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu, et il y est arrivé. Donc je trouve que c'est une très belle motivation pour la jeunesse. J'ai une petite anecdote avec Monsieur Darmon. Je l'avais interviewé il y a quelques années avant que je fasse mon alia pour une radio. Et à la fin, il m'a demandé de quelle équipe tu es supporter. Il a dit à son assistante, prends son adresse, on va lui envoyer un maillot de cette équipe, donc le Paris Saint-Germain, un maillot que je porte toujours. Donc voilà, je le remercie. C'était vraiment un bon souvenir pour le jeune journaliste que j'étais d'interviewer une telle personnalité. Et en plus de ça, il a émis l'interview et il m'a offert un maillot juste après. Stéphane Blajman, bonsoir. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. La pluie est là, on attendait ça, on en a besoin. Donc, écoutez, très content. Une petite info du jour, comme ça, pour commencer. Les États-Unis qui envisagent d'imposer des sanctions liées au terrorisme à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. C'est une bonne ou une mauvaise initiative ? Je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense qu'il est important. Tout le monde sait le rôle joué par l'UNRWA à Gaza, qui ne joue pas son rôle, mais depuis des années. Mais là, on a eu des preuves durant la guerre de ce qu'il faisait. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il est temps que l'ONU, si c'est possible, redevienne ce qu'elle était censée être. Et direction Paris pour saluer François Asselineau. Bonsoir François Asselineau, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais bien et je vous remercie de m'inviter à débattre sur votre chaîne. François Asselineau, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en off. Hier, on préparait l'émission avec mon équipe et la chef d'édition, Rebecca Lamy, m'a dit « Mais on le voit jamais à la télé, François Asselineau, qu'est-ce qu'il devient ?» Histoire vraie, vraiment, je vous mens pas, une réaction à cette phrase prononcée par un membre de notre équipe. C'est vrai qu'on vous voit pas souvent à la télé. Ah ben ça, il faut en parler aux propriétaires des autres chaînes de télévision. Je le reconnais, c'est assez curieux, mais c'est comme ça, que je suis plus souvent invité sur Israël 24 News que sur les grands médias français. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que je pense que je porte une parole que l'on n'a pas le droit de dire sur les chaînes de télévision françaises, c'est-à-dire je porte la parole de ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Or, le débat, en fait, est de facto interdit. Alors, il y a bien sûr des débats entre la droite et la gauche. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de débat. C'est plutôt, on interroge des gens, mais on les fait pas se rencontrer comme on faisait jadis lors d'une émission qui dure 1h30 où on peut voir un petit peu quels sont les arguments des uns et des autres. Mais pour ce qui me concerne, dans la mesure où depuis 19 ans bientôt, j'ai créé un parti politique qui depuis 19 ans n'a jamais varié sur ses analyses et sur son programme la sortie de l'Union européenne, eh bien ça
ça remet en cause l'établissement et notamment ça remet en cause un des grands secrets de monde contemporain, c'est la libre circulation des capitaux. Alors bien entendu, on se réjouit en ce moment des déclarations récentes que vient de faire Elon Musk, puisque c'est quand même Elon Musk qui était considéré, je crois qu'il l'est toujours un peu, comme le génie du 21e siècle, enfin quelqu'un de tout à fait génial, l'homme le plus riche du monde. Eh bien Elon Musk, vous avez vu ce qu'il a dit, suite d'ailleurs aux décisions de la Commission européenne d'infliger une amende de 120 millions d'euros, il a dit qu'il fallait dissoudre l'Union européenne. Alors nous, ça nous donne évidemment du carburant, parce que ça veut dire que l'idée que je porte depuis lundi. Voilà. On en a parlé ici. L'idée que je porte, eh bien, c'est une idée moderne, c'est une idée d'avenir. Voilà. Et à vos côtés, Jean Messia. Bonsoir Jean, comment allez-vous ? Bonsoir Raphaël, magnifique. On commence aussi bien que vous. On commence avec vous, avec une information aussi comme celle à laquelle a réagi Stéphane à l'instant. Amnesty International qui accuse pour la première fois le Hamas d'avoir commis des crimes contre l'humanité le 7 octobre. Et par la suite, on a envie de dire, c'est pas trop tôt. Où était Amnesty International depuis 2 ans là ? Ces responsables étaient partis en croisière. Ils avaient coupé leur téléphone et coupé leur télé. Enfin, je comprends pas. Amnesty International est l'organisation qui doit être aux aguets, c'est son métier d'être aux aguets pour débusquer, voir, dénoncer toutes les violations des droits humains, toutes les barbaries, toutes les horreurs. On ne comprend pas ce blackout sur le 7 octobre, qu'il se réveille, mieux vaut tard que jamais, mais on eût aimé qu'ils écarquillassent les yeux un peu plus tôt. En bon français, qu'ils écarquillassent. Les présentations sont faites. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Une guerre entre Israël et la Syrie est-elle inévitable ?» Vous êtes d'accord à 63% avec Rachel Bourlier. Et à la question « La future force de stabilisation pour Gaza est-elle un danger pour la sécurité d'Israël ?» Vous êtes d'accord à 75% avec Nathanaël Slama. Bravo aux gagnants et on passe tout de suite au premier débat de cette émission. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ne reconnaîtra pas Israël à moins de pouvoir obtenir, je cite, un résultat meilleur pour les Palestiniens et sa propre survie en dépend, a déclaré le sénateur américain Lindsey Graham. MBS ne reconnaîtra pas Israël tant qu'il n'aura pas obtenu une meilleure solution pour les Palestiniens, sinon il sera tué, c'est la vérité. Cette déclaration a inspiré toute l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question sans filtre à nos débatteurs. Une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite est-elle envisageable sans la création d'un État palestinien ? Caroline Sportes est optimiste, Stéphane Blajman n'est pas d'accord. SAS Débat, saison 1, épisode 24, face à face 1. Allez, c'est parti. Caroline, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Stéphane, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Où je vois le chrono, du coup. Je vais vous dire, quoi qu'il arrive, si vous dépassez le buzzer, oui. Ok ? Vous êtes prête ? On est prêt. Allez Caroline, c'est à vous. Alors, en fait, la question qui est posée, c'est de savoir si l'Arabie Saoudite pourrait rejoindre les accords d'Abraham en l'état. Plusieurs raisons plaident pour le oui. D'abord, il y a plusieurs pays arabes qui ont déjà rejoint les accords d'Abraham sans la création d'un État palestinien. On pense aux Émirats arabes unis, Maroc, Soudan, etc. en 2020. Ce qui veut dire que la normalisation sans État palestinien est possible. Deuxièmement, on sait que l'Arabie Saoudite et Israël ont le combat commun, partagent le combat commun du régime iranien. On sait que l'attaque du 7 octobre qui a été pilotée par l'Iran avait pour but de torpiller l'entrée imminente de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham. Et on a une troisième raison, c'est qu'effectivement, le prince MBS, je pense aujourd'hui, sa priorité n'est plus la question palestinienne. Il préfère se concentrer sur la modernisation de son pays, attirer des investisseurs, et il sait que dans la région, Israël est un atout important. Sa récente rencontre avec Trump s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique. Stéphane, vous répondez à ça, c'est à vous. Alors, écoutez, je suis absolument pas d'accord. Et d'ailleurs, tout le monde sait que si l'Arabie Saoudite n'est pas dans les accords d'Abraham, c'est parce qu'il n'y a rien qui se passe pour les Palestiniens. Alors, on va peut-être pas attendre la création de l'État palestinien, mais MBS attend d'un gouvernement israélien qui dise voilà, nous allons, car l'État palestinien ne se fera pas demain, mais nous allons engager des pourparlers pour la création de l'État palestinien. Il sait très bien que son peuple n'acceptera jamais des relations avec Israël si le problème palestinien n'est pas en voie
de stabilisation et un pays pour la Palestine devrait se faire sous un certain nombre d'années. Et de toute façon, aujourd'hui, on sait bien que Trump soutient l'Arabie Saoudite. Trump est pour cette chose. De toute façon, Trump va tout faire pour que les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite se fassent, mais la condition, nous le savons tous, c'est la création d'un État palestinien et qui de toute façon est l'avenir de la région. Tant que les Palestiniens n'auront pas d'État, nous savons très bien que la région continuera à être sous tension et l'Arabie Saoudite veut que cette tension disparaisse. Merci Stéphane. Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec Caroline ou avec Stéphane? Avec Caroline. Allez-y, expliquez pourquoi. Merci Jean. Je pense que l'Arabie Saoudite, vous savez, est un État comme un autre. La principale chose que l'Arabie Saoudite recherche, c'est avant tout son intérêt. Les États du Golfe, de manière générale, et l'Arabie Saoudite en fait partie, n'ont jamais, si vous voulez, montré un soutien plus que de principe à la cause palestinienne. Alors, ils se contentent de donner de l'argent à l'autorité palestinienne, mais ils n'ont jamais entravé leurs intérêts supérieurs pour la cause palestinienne. C'est ce qu'au demeurant, les Palestiniens leur reprochent très régulièrement. Donc si, à un moment ou à un autre, le roi d'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite estiment que la normalisation avec Israël est de leur intérêt vital, eh bien, je pense qu'ils passeront le dossier palestinien et l'État palestinien par-dessus bord. Merci, voilà. Ça a été le cas d'autres pays avant. Hein. Regardez l'Égypte. L'Égypte a fait la paix avec Israël, bien que Nasser avait dit qu'il n'y aurait jamais de paix avec Israël tant que les Palestiniens ne récupéreraient pas leur territoire. Et on sait ce qu'il est advenu par la suite. Donc on peut espérer, on peut souhaiter que les choses se normalisent sans cette condition. François Asselineau, MBS en danger de mort s'il reconnaît Israël sans garantie pour les Palestiniens, d'après ce sénateur américain, menace réelle selon vous? Oh, écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je pense en tout cas, c'est que il est pas exactement en titre, mais enfin c'est quand même lui le dirigeant de l'Arabie Saoudite et donc il est le gardien des deux saintes mosquées. C'est sa titulature officielle avec la mosquée de la Mecque et de Médine. Et il ne peut pas se désintéresser, bien entendu, du troisième grand lieu saint de l'islam, qui est la mosquée, qui est sur le mont du Temple. Donc je pense que ça suscite des résonances dans l'ensemble du monde musulman, c'est-à-dire de 1,3 milliard d'habitants dans le monde, et je pense qu'il fera très attention, effectivement, à ce que cette reconnaissance qui est souhaitable s'accompagne d'une reconnaissance de l'État palestinien. Moi, je suis plutôt d'accord avec Stéphane, c'est-à-dire je pense qu'il faut quand même que les dirigeants israéliens voit le coup d'après. C'est-à-dire que ça fait quand même maintenant depuis 1947 qu'il y a un conflit et je pense, enfin en tout cas moi j'ai été l'un des rares responsables politiques français pour une fois à soutenir Emmanuel Macron quand il a reconnu l'État palestinien. La France a été d'ailleurs le 154e État sur 193 aux Nations Unies à le faire. Je me rappelle qu'il y avait eu un débat ici même avec Israël 24 News et il y avait Meir Habib qui avait dit non, ça n'aura jamais lieu. Ben si, la France a fini par reconnaître. Et je pense que c'est la solution. Il va bien falloir un jour ou l'autre avoir une solution. Moi, je l'ai proposé dans mon programme. Je considère que la France devrait reconnaître Jérusalem Ouest comme la capitale de l'État hébreu, parce que cette histoire de Tel Aviv, c'est un peu ridicule en définitive. Jérusalem Est comme la capitale de l'État palestinien. Et puis entre les deux, un no man's land avec des soldats de l'ONU, des casques bleus, et puis évidemment des injections de capitaux pour favoriser le développement. Ce n'est jamais d'ailleurs que l'application du droit international, quel qu'il découle des résolutions de l'ONU. Je suis assez, Raphaël, surprise de ce que vient de dire M. Asselineau sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France, qui a été vivement critiqué, je le rappelle, mais pour une raison extrêmement valable, c'était qu'il n'était pas conditionné à la libération des otages et au désarmement du Hamas. C'est dans ces conditions que M. Macron l'a déclaré. Mais Caroline, vous avez parlé des Émirats et de Bahreïn dans votre argumentaire. Oui, je l'avais même prévu dans ma question. Je me doutais que vous alliez dire ça. Mais ils n'ont pas la même population que l'Arabie Saoudite. C'est pas le même peuple, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même place dans le monde musulman, comme le disait François Asselineau très justement. C'est pas la même chose.
d'aller vers Israël pour les Émirats et pour Bahreïn que d'aller vers Israël pour l'Arabie Saoudite. C'est pas le même pays. Ils étaient quand même sur le point de le faire avant le 7 octobre. Enfin, c'était bien engagé avant le 7 octobre. Le 7 octobre, ça a été une des motivations de l'Iran. C'était pour torpiller justement cet accord parce qu'ils savent très bien ce que ça représente. Mais je pense que le fait que le prince ait été reçu très récemment par Trump va dans le bon sens. Mais Lindsey Graham, il a déclaré autre chose. Il a dit il n'y a aucun espoir d'accord saoudo-israélien tant que le Hamas et le Hezbollah ne seront pas éliminés. Il parle à Israël, il dit neutraliser la menace et alors seulement vous pourrez discuter rationnellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, ça n'arrivera jamais. Oui, on est d'accord. Alors ça va être compliqué. Il faut espérer qu'on y arrive. Mais juste pour répondre à Jean, je n'ai jamais dit que l'Arabie Saoudite s'intéressait aux Palestiniens. L'Arabie Saoudite se fout complètement du sort des Palestiniens, comme la plupart des pays arabes. Je suis d'accord. Mais simplement, il ne peut pas politiquement reconnaître Israël sans une promesse d'Israël à engager des pourparlers pour un État palestinien. Jean, nos confrères... Oui, mais c'est ça, c'est ce que... C'est ce que l'Égypte avait, enfin c'est ce que les Palestiniens avaient obtenu de l'Égypte avant la signature de l'accord de Camp David. Mais on sait ce qu'il en a été par la suite. Alors évidemment, vous savez, les promesses en politique n'engagent que ceux qui les entendent, hein, comme dirait le regretté Pasqua. Donc bon, ça mange pas de pain de promettre. Mais en réalité, ce qui va dicter, c'est la réelle politique, c'est l'intérêt suprême de l'Arabie Saoudite. Et l'intérêt suprême de l'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs des autres monarchies du Golfe et de l'ensemble des pays du monde arabe, ne passe pas par le dossier palestinien. Pour répondre en plus, je ne pense pas que ni le Hamas ni le Hezbollah ne seront éliminés, parce qu'à chaque fois qu'on élimine des têtes, il y en a 15 autres qui repoussent derrière. Donc c'est un problème sans fin. C'est l'intérêt d'Israël, d'abord. Avant tout, d'avoir un État palestinien en paix à côté. Il faut qu'on avance. Fin du premier débat de l'émission. Passons à présent à l'interview du tac au tac. À Seattle, l'affiche de la Coupe du Monde entre l'Iran et l'Égypte a été choisie comme match des fiertés LGBT+, donnant lieu à de nombreuses festivités dans la ville. Une décision dont s'offusquent les deux pays. On en parle tout de suite avec Pierre Ménès dans l'interview du tac au tac. Bonsoir Pierre Ménès, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, le comité d'organisation de Seattle pour le Mondial 2026 de foot a assuré que les célébrations entourant ce match des fiertés LGBT+, auraient bien lieu malgré les protestations de l'Iran et de l'Égypte. Alors, pourquoi ce match a-t-il été choisi sur les 104 de cette Coupe du Monde ? Tout bêtement, parce que c'est tombé sur le jour du calendrier. Et c'est ce jour-là qu'il y avait ce match-là. Et comme la FIFA est une organisation qui est dirigée exclusivement par le pognon et pas du tout par une quelconque réflexion intellectuelle, voire intelligente, et qui se foutent totalement de ce que peuvent penser les différents pays, ils ont dit, allez hop, match des fiertés Iran-Égypte. C'est vrai que même en le disant comme ça à voix haute, ça paraît aberrant. Mais alors maintenant, est-ce que ça va avoir vraiment lieu ? Ça, j'ai des vrais doutes. Hein. Mais est-ce que vous comprenez les protestations de l'Iran et de l'Égypte ? À partir du moment où on parle de deux pays homophobes, où dans le meilleur des cas, vous finissez en prison quand vous êtes LGBT+, et dans le pire, vous finissez assassiné, je comprends que ça puisse les offusquer. Vous savez, en France, on a un joueur égyptien qui s'appelle Mostafa Mohamed, qui joue à Nantes, et à chaque fois qu'il y a eu il y a une journée décrétée par la Ligue, journée pour la LGBT et tout, et il y avait des maillots floqués avec les numéros aux couleurs arc-en-ciel. Lui refusait de porter ce maillot, et d'ailleurs inventait une blessure diplomatique pour ne pas participer à ce match-là. Et ça est arrivé avec quelques joueurs, notamment un joueur de Monaco qui a d'ailleurs perdu son contrat à cause de ça. Oui, et au Paris Saint-Germain à l'époque, c'était Idrissa Gana Gueye qui refusait de porter ce brassard. Une réaction, Stéphane Blachman, à ce match ? Une réaction. D'abord, je trouvais ce match assez cocasse, parce que quand on connaît les relations déjà entre l'Iran et l'Égypte depuis plus de 30 ans, ils ne s'aiment pas vraiment. Mais je suis entièrement d'accord avec Pierre Ménès. D'ailleurs, je suis très heureux de l'entendre. Il nous manque énormément à la télé. Mais aujourd'hui, je dirais que la FIFA, avec Infantino, ça ne ressemble à rien.
ce n'est plus du tout une organisation qui s'occupe du football, c'est une organisation qui s'occupe de faire du pognon et qui là, franchement, c'est à se demander, est-ce qu'ils ont réfléchi une seconde quand ils l'ont annoncé ? Je reste de quoi. François Asselineau, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Moi, je trouve ça déplorable parce que je trouve que le sport devrait être, depuis les Jeux Olympiques, depuis la Grèce antique, le moment où on met de côté toutes les polémiques politiques, en termes de mœurs, en termes de religion, etc., pour faire triompher le sport. Et là, il y a une évidence, qui est l'évidente provocation. Voilà, on s'attaque quand même, avec ce genre d'opération, à ce que les gens ont de plus intime en eux. Voilà, c'est une provocation avec des pays où on n'imagine pas qu'il y a une équipe LGBT en Iran, ni une équipe LGBT en Égypte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une irruption du sport. Et ce que je dis là, c'est pas seulement sur les questions LGBT, c'est aussi sur les questions, par exemple, de sanctions contre des pays. Moi, je ne suis pas d'accord que l'on sanctionne quelques pays que ce soit la Russie, que ce soit Israël, etc., au moment du sport, parce que les rencontres sportives, c'est justement une espèce de trêve de Dieu, comme on disait au Moyen-Âge, où on doit mettre de côté toutes les passions humaines pour faire triompher simplement l'idéal sportif. Voilà ce que je pense. Pierre Ménez, un autre sujet qui concerne aussi le foot et Israël, il y a un joueur du FC Barcelone, Ronald Araujo. Il a voyagé en Israël pour une retraite spirituelle et son choix de destination a provoqué une tempête de haine à son encontre sur les réseaux sociaux. Alors, un footballeur aujourd'hui ne peut plus voyager en Israël sans se faire massacrer par ses propres supporters ? Alors déjà, Araujo se faisait massacrer sur les réseaux avant de ce voyage. Parce que c'est un joueur d'abord qui a mis entre parenthèses sa carrière pour des problèmes psychologiques. Qui d'ailleurs se voyait assez fortement sur le terrain vu le nombre de bourdes défensives qu'il accumulait. Maintenant, si un joueur de foot, ça va où il veut, mais vous savez, en France, on a un exemple magnifique avec Mbappé. Il va inaugurer un club de paddle à Dubaï, il se fait allumer. Il est blessé, il se fait allumer. Il est finalement plus blessé, il se fait allumer. Vous savez, moi maintenant qui suis un vieil homme et un vieux journaliste, je me souviens de mes rapports avec les joueurs à l'époque où il n'y avait pas le téléphone portable. C'était un trésor précieux d'avoir le téléphone privé d'un joueur. Aujourd'hui, les joueurs, vous pouvez les contacter sur Instagram et d'ailleurs, ils n'utilisent même plus trop les organismes de presse de leur club et ils font leur com tout seuls. Et Araujo, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas interdit d'aller en Israël. Maintenant, l'Espagne, en termes de politique anti-israélienne, voire d'antisémitisme éhonté, il se pose là quand même. Et que pensez-vous des démarches en cours de certains pays, de certaines fédérations sportives auprès de la FIFA et de l'UEFA pour exclure la sélection et les clubs israéliens des compétitions ? Vous savez, regardez le nombre de pays qui ne vont pas participer à l'Eurovision parce qu'Israël y est toujours. Il y a un problème évident avec Israël qui est la politique de Benyamin Netanyahou. Ça, on ne peut pas le nier et c'est quand même très difficile de lui trouver beaucoup de circonstances atténuantes. Mais encore une fois, être israélien, ça ne veut pas dire forcément être un supporter de Netanyahou. Je crois qu'il y a des manifs monstres en Israël quasiment quotidiennes. Donc à partir de là, mettre tous les Israéliens dans le même panier, ça me paraît quand même extrêmement déplacé et compliqué. Jean Messia, par rapport à ce qu'on vient de dire, et si vous voulez revenir sur ce match Égypte-Iran, vous pouvez aussi, allez-y. Effectivement, l'Égypte et l'Iran ont des relations extrêmement tendues depuis maintenant près d'un demi-siècle, puisque vous savez que quand le Shah d'Iran a abdiqué, le seul pays qu'il a accueilli à l'époque, et où il est toujours d'ailleurs enterré, c'est l'Égypte. Et à partir de là, l'Iran a coupé ses relations diplomatiques avec l'Égypte, et elles le sont à ce jour. Il n'y a qu'un bureau de représentation en Syrie, je crois. Donc déjà, le match était à haute tension politique. Venir rajouter à cela une autre tension, une autre provocation, c'est vraiment, je dirais, d'une indélicatesse, à tout le moins, ou alors vraiment une grossière erreur
de la part de la FIFA. En plus, le sport, on peut pas faire de propagande religieuse et on peut pas faire de propagande sexuelle dans le sport. Le sexe comme la religion, ça doit appartenir à l'intimité, ça n'a rien à faire sur les terrains de foot ou les terrains de sport de manière générale. Je rejoins ce qu'a dit François. Effectivement, la culture, le sport doit rester un sanctuaire en dehors de l'aspect politique. Et pour rebondir sur ce joueur de foot qui a été justement harcelé parce qu'il est venu en Israël, ça me rappelle aussi un autre joueur de foot, parce que j'ai un papa qui était dans le football, donc un ami à moi que vous connaissez peut-être, Olivier Dacour, qui a des années, bien avant la guerre, bien avant le 7 octobre, était venu simplement en Israël pour une bar mitzvah et qui s'était fait insulter sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment pas une nouveauté, malheureusement. Mais est-ce que les mêmes réagissent pareil pour la Chine ? Juste revenir sur les 30 secondes. Les réseaux sociaux. Chevalier, le gardien de but du Paris Saint-Germain. Pour avoir liké un post. Il a liké un post lié au RN et il s'est fait lyncher. Ça aurait été sur LFI. Est-ce que ça aurait été la même chose qui serait passée ? La question est posée. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Merci beaucoup, Pierre Ménès, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. Restez avec nous. On reprend le débat dans quelques minutes. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טובים שם. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. It's Christmas time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Cabinet d'assurance, que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'appelle pour les frais d'hospitalisation. Si vous appelez pour un sinistre, tapez 1. Pour un contrat, faites le 2. Une facture, 2 pour un contrat. Faites le 3. Pour une réclamation, faites le 4. Allô, j'ai dit 2, le 2. Pour les horaires de cinéma, faites le 5. Vous êtes sérieux là? Pour vous réconcilier avec votre ex? Parfois, il suffit de changer d'univers pour être enfin bien assuré et rassuré. Choisissez l'univers.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de François Asselineau, Jean Messia, Stéphane Blachman et Caroline Sportes. Je sais que les téléspectateurs se demandent souvent de quoi on parle pendant la publicité. Ah ouais. Alors, on boit un verre d'eau et là, cette fois, on a parlé football, les souvenirs d'enfance du FC Metz de Stéphane Blachman et les souvenirs au Parc des Princes avec les Girondins de Bordeaux avec Caroline Sportes. Voilà, ça nous rappelle des souvenirs de joueurs comme Robert Pires, Zinedine Zidane à l'époque. Les amoureux du foot. Exactement, des amoureux du football. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. François Asselineau, je commence avec vous sur cette information, un article publié sur le site internet de nos confrères de France Info. Le journal d'un prisonnier écrit par Nicolas Sarkozy en prison cartonne déjà dans certains points de vente. Vous avez acheté, François Asselineau, votre exemplaire ? Non. Et je ne compte pas l'acheter, non. Mais non. Est-ce que vous comprenez cet engouement chez certains Français à droite pour la figure de Nicolas Sarkozy ? Je dirais qu'il y a deux choses. D'une part, il est possible que chez certains Français, ils aient, nonobstant tout ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy, qui est quand même réel, c'est des choses quand même concrètes, mais nonobstant tout ça, il est possible qu'un certain nombre de Français considèrent que la France se portait mieux au début du siècle que maintenant. Et ça, on ne peut pas leur donner tort. C'est vrai que la France dégringole à une vitesse vertigineuse quasiment tous les jours. On en apprend tous les jours des nouvelles catastrophes. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi des médias, et tout particulièrement CNews, qui a chauffé à blanc l'opinion publique sur le thème que Nicolas Sarkozy était la victime d'une justice très politisée. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, il y a des gens qui se précipitent pour avoir ça. Mais enfin, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez localisé, parce que si on regarde des sondages d'opinion, il semble quand même qu'il y a une majorité de Français qui ne soient pas choqués de ce qui a frappé Nicolas Sarkozy. Ce qui a pu choquer les gens, c'est l'emprisonnement alors que les voies de recours n'étaient pas épuisées. Ça, moi, je trouve que c'est effectivement quelque chose d'assez choquant. Comme d'ailleurs pour Marine Le Pen, je trouve que ça n'est pas normal que tant que les voies de recours n'ont pas été épuisées, on fasse l'application immédiate, d'exécution immédiate des peines en première instance. Mais il faut reconnaître aussi, c'est que les juges, ils appliquent la loi et que la loi, elle a été voulue justement par Marine Le Pen et par Nicolas Sarkozy, qu'il y ait cette faculté d'avoir des exécutions provisoires. Une réaction ? Juste un mot, une précision sur le plan juridique, vous avez tout à fait raison. Sur le plan juridique, la particularité, on vient d'avoir la réponse maintenant, puisque le Conseil constitutionnel a été interrogé par la Cour de cassation sur ce point-là. Le problème dans le dossier de Nicolas Sarkozy, c'est que l'exécution provisoire qui a été dont la décision de première instance a été assortie, n'a pas été soumise au débat contradictoire. Donc c'est en ça que c'est éminemment contestable. Et le Conseil constitutionnel a déclaré que s'il n'y a pas de débat contradictoire, eh bien, on ne peut pas appliquer l'exécution provisoire. Donc, il a été en prison, mais clairement, aujourd'hui, on le sait, pour rien. Stéphane Blachman, votre information. Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a appelé mercredi à élever la voix pour que la situation dramatique des Palestiniens ne soit pas oubliée au cours d'une rencontre à Madrid avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Pour reconstruire l'espoir, nous avons besoin d'une véritable paix et cette véritable paix doit reposer sur la justice. C'est pourquoi, je veux être très clair, les responsables de ce génocide devront rendre des comptes tôt ou tard, afin que les victimes obtiennent justice, réparation et un certain apaisement. Une réaction, Stéphane, sur ces déclarations ? Mais quand il parlait de génocide, il parlait du Hamas, qui était responsable du génocide ? Il parlait d'Israël. Ah oui. Écoutez, toutes les déclarations du Premier ministre espagnol, franchement, sont teintées d'un tel antisémitisme, teintées d'un tel populisme, que je pense qu'il ne faut même pas écouter ce qu'il dit. Il faut laisser les chiens aboyer et la caravane passera. Voilà ce que j'ai à dire sur lui. Jean Messia, votre information. 51% d'Américains âgés de 18 à 21 ans sont non seulement impliqués dans la cause palestinienne, mais sont également actifs dans la résistance du Hamas, a déclaré le chef du groupe terroriste, Khaled Meshal, dans une interview accordée à Al Jazeera mercredi. Je cite: « Pouvez-vous imaginer que la cause palestinienne soit entrée dans l'esprit des jeunes Américains et Européens ? C'est une nouvelle forme de résistance dans la rue, chez les jeunes, sur les campus universitaires, dans les partis politiques et dans les pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. La cause palestinienne a remporté une victoire
importante. Est-ce que Khaled Meshal a raison? Il a hélas raison pour deux motifs. Le premier, c'est que la cause palestinienne est portée par les frères musulmans. Les frères musulmans, il faut le reconnaître, font un très bon boulot dans les pays occidentaux puisqu'ils ont réussi à capter une majorité de musulmans installés dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est la première chose. Le Hamas, rappelons-le, c'est un tentacule armé des frères musulmans. Et donc les frères musulmans étant maintenant répandus à travers les communautés musulmanes et ayant pris le contrôle des communautés musulmanes à travers la planète, la cause palestinienne devient naturellement la cause de ces communautés musulmanes implantées à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme les frères musulmans on pratique le baiser de la mort avec la gauche et l'extrême gauche, qui a besoin des électeurs musulmans pour se perpétuer au pouvoir, eh bien, on a une nouvelle forme de collaborationnisme, d'islamo-collaborationnisme de toute cette classe politique gaucho-progressiste qui, effectivement, devient également le vecteur de diffusion, de soutien à la cause palestinienne. Donc, d'un côté, les frères musulmans dans la communauté musulmane, et ça se propage avec la gauche et l'extrême gauche au reste de la jeunesse, et donc vous obtenez effectivement cette tache d'huile qu'emporte la cause palestinienne dans les pays occidentaux. Les seuls à résister à cela étant évidemment les partis nationaux et patriotes qui, en gardant l'identité des pays dans lesquels ils sont représentés, eh bien, ils cherchent évidemment à contrecarrer cette double influence à la fois des frères musulmans et des gaucho-progressistes islamo-collaborationnistes. Caroline Sportes, votre information. Je vais vous lire un article de nos confrères, cette fois du Figaro. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? C'est par ces mots que commençait une vidéo publiée mercredi 10 décembre sur les réseaux sociaux de France Info. Ce court décryptage historique expliquait que la tradition des marchés de Noël a été largement remise au goût du jour par la dictature nazie au pouvoir en Allemagne dans les années 1930 afin de stimuler l'économie avec des produits made in Allemagne. Devant l'indignation suscitée par ce rapprochement, le média public a annoncé dans un post sur X le retrait de la vidéo, concédant que le titre était un raccourci. Joyeux Noël, Caroline. Oui. Noël s'en prend plein la figure en ce moment, on peut le dire. Ce qui est dramatique au-delà de ce tweet, qui est complètement stupide, parce qu'on sait que les régimes totalitaires se sont toujours appropriés les fêtes nationales, etc. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que ça a été relayé par France Info. Et c'est ça qui est grave, hein, comme l'appelle notre confrère Gonadel, le service, donc comme il dit, pas le service public, le sévice public. Donc c'est ça qui est dramatique. Et en plus, au niveau du timing... De désinformation audiovisuelle. Ouais, c'est ça. Et ça se passe en plus au moment où Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, donc, est quand même interrogée à l'Assemblée... Ils ont retiré la vidéo. À l'Assemblée nationale pour justement le manque clairement de neutralité des chaînes de services publics. Je vais tous vous faire réagir à ça. Et aussi, on l'a quand même interrogé aussi sur... il y a des questions budgétaires aussi qui interpellent, puisque je crois que 4 milliards. On lui attribue des fortunes de frais de traiteur pendant le Covid et de réception. Stéphane, une réaction à ça? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Hitler a fait des autoroutes. Alors, est-ce que l'autoroute est nazie? Non, mais je pense que c'est totalement ridicule ce qui est en train de se passer sur France Télévisions, France Culture, etc. On salue nos confrères. Voilà, tout à fait. Non, mais il y a quand même une façon de dénigrer tout ce qui peut être la culture, je dirais, judéo-chrétienne, la culture française, des marchés de Noël. C'est quelque chose qu'on a toujours trouvé fantastique. Et je pense que tous les Israéliens, ils adorent venir en France, aller au marché de Noël. Et le marché de Noël, c'est ni pour les Juifs, ni pour les catholiques, ni pour les musulmans. C'est un moment de joie énorme, en fait. C'est un moment de joie et de rassemblement. Exactement. On essaye d'effacer l'identité française, clairement. François, une réaction à cette vidéo publiée par un média de service public?
Oh, j'allais dire exactement la même chose que Stéphane, c'est que Adolf Hitler, il a inventé les autoroutes, il a fait aussi les Volkswagen, c'est-à-dire la voiture populaire, et donc on peut aussi trouver dans des régimes totalitaires qui ont commis des horreurs, et on peut toujours trouver des choses qui sont éventuellement positives. C'est vraiment des critiques de bas étage, et qui participent en effet d'un dénigrement systématique de la présence d'ailleurs de la religion chrétienne spécifiquement dans les lieux publics en France, puisqu'il y a au même moment des gens qui considèrent qu'il ne doit pas y avoir de crèches publiques, de crèches dans les endroits publics. Donc il y a un mauvais vent qui souffle en ce moment sur la France. Je pense qu'il faut rester raisonnable et il faut trouver quelque chose qui soit à mi-chemin entre quelque chose qui convienne à tout le monde. Moi, dans le programme politique, je me permets de le dire, je propose de garder que la France est une république laïque, parce que tout le monde s'y retrouve dans la république laïque, mais aussi que la France est une république de tradition chrétienne. Parce que si on veut éviter qu'il y ait demain des mosquées avec des minarets de 40 mètres de haut, avec l'appel du muezzin, si on veut éviter la polygamie, si on veut conserver le dimanche comme jour férié, puis les fêtes chrétiennes, il y a un moment à partir duquel on risque d'avoir des problèmes avec des municipalités qui auront été infiltrées par les frères musulmans, comme le disait Jean Messia, et qui proposeront par exemple des constructions qui gêneront, et je ne suis pas sûr que le Conseil d'État en France condamnerait ce genre de choses. Donc pour éviter le communautarisme, il faut rassembler tout le monde, et je pense qu'une formule comme celle que je propose permettrait de rassembler tout le monde sur un projet non communautariste mais conforme à l'identité nationale de la France. Jean Messia, vous avez le mot de la fin sur ce tour de l'info, sur l'information de Caroline. Allez-y. Comment réagiraient les journalistes de France Info si on leur disait que c'est l'État islamique, Daesh, qui a remis au goût du jour le ramadan ? Allez-y. Je pense qu'il y aurait un gros malaise, on serait accusé de stigmatiser, d'attiser la haine, on serait accusé d'être des fascistes d'extrême droite qui voulons diviser le pays et le fracturer, mais bizarrement, quand il s'agit de déglinguer, sans aucune raison d'ailleurs, un autre pan de l'identité française, là on peut être sûr que le sévice public de l'odieux visuel, comme dirait mon ami Goldnadel, eh bien là on peut être sûr qu'il sera toujours là, lui. Donc en fait, le travail de France Télévisions, c'est de participer à la destruction en coupe réglée de l'identité nationale, dont Noël est l'une des traditions. Voilà. Par contre, pas touche à l'islam, pas touche aux musulmans, pas touche à toutes les autres communautés. Ça, c'est interdit, c'est de la haine. Mais haïr la France et haïr le christianisme, ça, il n'y a pas de souci, c'est open bar. Pour introduire le second débat de l'émission, je vous propose d'écouter le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Nous avons eu une réunion et j'ai dit « Pourquoi est-ce qu'on ne prend que des gens venant de pays de merde ?» Pourquoi on ne pourrait pas avoir des gens de Norvège, de Suède, juste quelques-uns? Prenons-en quelques-uns du Danemark. Ça vous dérange de nous envoyer quelques personnes? Envoyez-nous des gens sympas, ça vous dit? Mais on prend toujours des gens de Somalie. Des endroits qui sont un vrai désastre. Sales, crades, dégoûtants, infestés par le crime. La seule chose qu'ils savent faire, c'est attaquer des navires. Ça a bien rigolé en plateau, ça a bien rigolé en régie. En France, on a le sale con de Brigitte Macron. Aux États-Unis, on a les pays de merde de Donald Trump. Ces mots ont inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. La France doit-elle s'inspirer de la politique migratoire de Donald Trump? Jean Messia répond « Yes ». François Asselineau quitte l'OTAN et l'Union européenne avant de répondre non. Ça se débat, saison 1, épisode 24, face à face, numéro 2. C'est parti. Jean Messia, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. François Asselineau, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? N'oubliez pas, Jean, 1 minute, pas 1 seconde de plus. C'est à vous. Ça fait maintenant un demi-siècle que la France accueille chaque année, peu ou prou, 500 000 personnes légales et illégales. Ça fait tous les 5 ans l'équivalent de la population de la ville de Paris, la capitale de la France. Pour l'essentiel, c'est une immigration musulmane. Pour l'essentiel, c'est une immigration pauvre qui a tout à prendre et quasiment rien à apporter. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de saturation, dans une situation d'invasion qui se traduit par le changement de visage de la France. Donc nous faisons face à un danger mortel, à un danger existentiel auquel finalement seul le parti Reconquête
peut répondre. Il répond par une politique migratoire extrêmement efficace d'expulsion des immigrés clandestins, d'expulsion des immigrés qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux, et d'une véritable politique de rémigration de tous les indésirables qui sont un poids pour la France quand ils ne lui nuisent pas. Merci Jean. François Asselineau, 1 minute, c'est à vous. Bien, je voudrais rappeler ce que personne ne rappelle jamais, c'est que depuis le traité d'Amsterdam de 1999, traité européen, la politique migratoire de la France ne dépend plus de la France. Ça a été transféré à la Commission européenne. Et ça fait quand même depuis 1999, ça fait quand même 26 ans. Alors, on a des partis politiques en France qui nient le problème migratoire. On a des partis politiques comme par exemple Reconquête, dont M. Messia est le porte-parole, qui s'attaquent aux immigrés. Mais moi, j'aimerais que Reconquête, plutôt que de taper sur les migrants, tape d'abord sur l'Union européenne. Parce que la politique officielle de l'Union européenne, c'est de faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an, prétendument, pour résorber les problèmes de courbe de natalité. Alors, c'est là qu'est le vrai problème. Et si nous proposons à l'UPR de sortir de l'Union européenne, c'est aussi pour mettre un terme à cette immigration torrentielle qui est condamnée par 75% des Français, dont d'ailleurs beaucoup de Français d'origine immigrée eux-mêmes, comme par exemple Jean Messia, justement. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir respecté tous les deux le temps. Caroline Sportes, vous connaissez la question. Vous votez Jean, vous votez François. Je vote clairement Jean, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est toujours le vocabulaire quand même qui est utilisé par Donald Trump. On sait que les mots ont un sens, ont une importance. Nous, on le vit tous les jours quand on qualifie l'État d'Israël de génocidaire. On sait que c'est faux et on sait à quel point l'utilisation des mots est importante. Donc, effectivement, bon, pays de merde, non, ça, j'apprécie pas. Mais sur le fond, il a entièrement raison. Stéphane Blachman, on va revenir en Israël. Vous êtes là depuis 45 ans, c'est peut-être plus facile pour vous de parler de ce qui se passe ici. Près de 50 000 personnes sans papier vivent actuellement en Israël, malgré, il faut le dire, le recul des infiltrations clandestines. Est-ce qu'Israël doit appliquer une politique migratoire plus stricte? On sait qu'il y a évidemment l'alias, c'est pas pareil, mais je parle des gens qui rentrent illégalement en Israël. Alors écoutez, 50 000, vous savez, ça ne représente rien. La plupart de ces gens-là font des boulots que les Israéliens ne veulent plus faire aujourd'hui. On n'a pas... Mais il y a certains pays avec qui on a des accords pour envoyer des travailleurs, par exemple les travailleurs agricoles ou ceux qui s'occupent des personnes âgées. Vous allez dans les restaurants, vous avez dans les cuisines des restaurants, les gens qui font la plonge, ce sont souvent des gens qui se sont sauvés de pays, et ce sont des gens qui ne sont pas venus ici pour profiter d'Israël, parce que vous savez, en Israël, c'est pas la France. On ne peut pas profiter de rien du tout. On ne peut pas profiter, il faut travailler. Donc, c'est des gens qui travaillent. Donc, on a besoin de ces gens-là. Il faudrait régulariser ça de façon à ce que ce soit plus correct. Mais pour revenir à la France, j'ai fait un rapide calcul de ce que Jean Messia disait. On aurait donc 25 millions sur les 50 dernières années de gens qui auraient émigré. Ça fait quand même un peu beaucoup. Alors, effectivement, il y a un gros problème d'immigration en France, mais on ne peut pas vivre totalement sans émigration. Il faut que ce soit une émigration choisie, mais par contre, effectivement, ceux qui ne font rien, ceux qui commettent des crimes doivent être envoyés. C'est surtout le chaos. Attendez, Jean Messia veut réagir, on l'écoute. D'abord, Stéphane, vous avez tort, et vous savez très bien qu'il y a des centaines de milliers et depuis 50 ans des millions de personnes qui ont été naturalisées. Donc une fois qu'elles deviennent françaises, elles sortent des statistiques de l'immigration. Quand on vous dit aujourd'hui que à peu près le quart des naissances, à peu près les quarts de naissances, c'est des naissances qui viennent de parents étrangers, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème d'une folle politique de naturalisation dont on parle quasiment jamais et qui est le corollaire de la tout aussi folle politique d'immigration. Quant à dire que les immigrés, on en a besoin pour faire les boulots, comme vous dites, que les locaux ne veulent pas faire, en France en tout cas, nous avons un chômage des étrangers qui est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est pas le cas en Israël. Donc moi je veux bien qu'on fasse venir des étrangers. C'est pas le cas en Israël. Non, mais moi je veux bien qu'on fasse venir des étrangers. Je veux bien qu'on fasse venir des étrangers pour occuper les emplois que les Français ne veulent pas faire, mais il y a aussi des emplois que les étrangers ne veulent pas non plus faire comme les Français. Donc alors à ce moment-là, il faut expulser les chômeurs de longue durée étrangers pour faire venir des gens qui veulent travailler. C'est le chaos aussi qui est semé par... Ah non, on n'est pas tous en même temps. Jean Messia, mais en amont de cette déclaration récente de Donald Trump, il y en a eu plusieurs. En ce moment, il donne des interviews, il s'exprime beaucoup à ce sujet. À une interview qu'il a donnée à Politico, il a déclaré ne plus reconnaître Paris et ne plus reconnaître Londres. Est-ce que vous partagez son inquiétude sur l'avenir de ces grandes capitales européennes ?
C'est très clair. En fait, ce qu'on ne comprend pas, si vous voulez, c'est que le grand remplacement n'est pas une théorie. Les gens vous disent la théorie du grand remplacement. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Je veux dire, moi j'ai eu la chance de voir Londres quand j'étais haut comme 3 pommes dans les années 70, et je suis retourné à Londres pas plus tard qu'il y a 2 mois avec Éric Zemmour. C'est plus la même ville. La ville a changé de visage. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que quand vous avez des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent et qu'on leur dit restez tel que vous êtes dans une ville qui au départ était européenne, comme par quel miracle cette ville va rester ce qu'elle est. Nier le grand remplacement relève presque de la psychiatrie aujourd'hui. Il suffit juste de voir ce que vos yeux voient en fait. François Asselineau, vous avez aussi vu ce rapport américain qui s'inquiète de l'avenir de la civilisation européenne. D'ailleurs, cette tournée de déclaration de Donald Trump a commencé par la révélation de ce rapport américain. Et il s'inquiète, on va dire que hier je disais, tonton Joe le cousin Joe s'inquiète de l'état de santé de sa grande tante. Mais la civilisation européenne, elle est en voie de disparition comme s'inquiètent les Américains ? Mais oui, je pense que oui, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler. Excusez-moi, je reviens toujours sur les mêmes histoires, parce que la vérité, c'est celle-là. C'est que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays souverain et indépendant. La France n'est pas un pays souverain et indépendant. La France est dans un ensemble de 27 États, où la politique migratoire notamment, n'est pas décidée par les Françaises. Je suis absolument éberlué. Je l'ai dit tout à l'heure, et je vois que ça passe comme l'eau sur les plumes du canard, mais je reviens. La France, ce n'est plus la France qui décide de sa politique migratoire. Voilà. Ça veut dire que nous proposons comme posons comme problème la récupération de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Et ça n'est pas une vieille lutte. Je rappelle que dans la Constitution française, le titre 1 de la Constitution, c'est de la souveraineté. Donc tous les partis politiques, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, qui sont pour l'Europe et pour rester dans l'Union européenne, Reconquête y compris, en fait, mais Reconquête n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Je vais vous expliquer. Au contraire, il veut y rester. On n'a pas trop le temps. En fait, on fume les Français, puisque nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de changer la politique migratoire. Elle nous est imposée par la Commission européenne. Monsieur Asselineau, arrêtez de vous monter des monstres en 30 secondes. J'allais dire, comme dirait, pour paraphraser Staline, la Commission européenne, combien de divisions ? Le problème, c'est un problème de leadership, parce qu'on n'a pas des leaders nationaux. Si demain, vous avez un leader national, si Éric Zemmour, demain, arrive au pouvoir et qui dit à la Commission européenne, nous ne voulons pas de migrants, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va lui dire mais c'est contre les traités, on va vous filer une amende. On va pas la payer l'amende, il va se passer quoi ? Il va se passer, je peux vous répondre ce qui va se passer. Il va rien se passer du tout. La Hongrie fait pareil. Messieurs, je suis désolé, il y a la publicité, donc on est obligé de bientôt rendre l'antenne. Donc, oui, mais là j'ai quand même une créance pour la réponse, parce que sinon c'est pas normal. On a tous encore plein de très rapidement, allez-y. On est en campagne électorale, j'ai l'impression. Très rapidement. Comparer avec la Hongrie, ça n'a pas de sens, puisque les migrants qui viennent d'Afrique francophone ne vont pas s'installer en Hongrie, dont ils ne parlent pas la langue, ils viennent de façon privilégiée en France. Et il y a 4 millions de personnes chaque annne. Et j'insiste sur le fait que si la France ne respecte pas les traités, elle sera déférée à la Cour de justice de l'Union européenne. Stop, silence, madame, messieurs, c'est l'heure de la dernière carte blanche de la semaine de Julien Assal. On l'écoute. Salut Raphaël, avant de commencer, une petite anecdote. Il y a 8 mois, j'ai rencontré une fille à la gare, mais j'ai plus de nouvelles d'elle depuis, j'arrive pas à la retrouver. Je sais juste une chose, c'est que c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire et plein de bonheur. Allez, première info, let's go, Sarko. On vient de voir que Nicolas Sarkozy avait écrit un livre en prison, il cartonne déjà. D'ailleurs, respect à Sarko, parce que moi, si j'étais en prison, je serais plus du style Michael Scofield à vouloir m'évader. Voilà. D'ailleurs, il y a un point commun hyper visible entre Michael et Raphaël, à vous de le trouver en plateau. En tout cas, moi je pense pas que j'aurais eu la motivation d'écrire ma chronique qui 24 en prison. Voilà. Quoique Pierre Palmade pourrait m'encourager et me donner des conseils, c'est vrai. Mais bon, en plateau, allez, il y a François Asselineau. François, en 2017, vous êtes présenté à l'élection présidentielle. Vous aviez fait 0,92% des voix. Je sais que vous voulez vous représenter en 2027. Eh ben let's go François. Allez, on y croit. 10 ans après, on y croit, les 1%. Je rigole, les 2%. Allez, autre info, vous venez de parler avec Pierre Ménès du Prime Match entre l'Iran et l'Égypte pour célébrer la communauté LGBT. C'est une belle initiative.
Mais bon, c'est comme si tu organisais un match en faveur de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Ou un match de tennis caritatif entre Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon pour une association humanitaire israélienne. Allez, dernière info, tu vas aimer Raphaël. Oscar Gluck, le joueur israélien de l'Ajax, est en train d'exploser l'Europe. Voilà, l'Ajax c'est un club, mais c'est aussi un produit ménager. Mais lui, il fait les deux, il nettoie les défenses, il fait briller les stats, il laisse aucune poussière derrière lui. C'est des métaphores ménagères, Raphaël, c'est hyper connu. Bref, quand il dribble, lui c'est comme si t'essayes d'attraper le savon sous la douche, c'est impossible. D'ailleurs, l'eau chaude est revenue, je vais prendre ma douche. À lundi, Raphaël. Et voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à Jean Messia, François Asselineau, Caroline Sportes et Stéphane Blachman. Tout de suite, un point complet sur l'actualité avec Christopher Barolin, suivi d'un nouvel épisode du magazine de la rédaction, présenté par la seule et l'unique Chani Guidalia. Bonne soirée à tous sur i24 News, bien sûr.